Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, un nouveau webinaire. Alors, pas qu'on en fait tous les jours, mais celui-ci, il est spécifiquement dédié à la demande d'un participant qui était sur les obligations qui sont liées aux sociétés civiles immobilières. Trop souvent, une société civile immobilière, on se dit, waouh, ce peinard, si c'est un impôt sur le revenu, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Et on se retrouve un petit peu peinard jusqu'au jour où il arrive un pépin, quoi, tout simplement. Donc, en fait, le but de ce webinaire de ce matin, qui va durer à peu près une demi-heure, eh bien, c'est de rappeler les grandes obligations qui peuvent exister et puis de parler aussi des pépins qui peuvent exister parce que c'est pas complètement neutre aujourd'hui de se retrouver parfois coincé dans ces obligations juridiques et fiscales. Alors, on est en live, c'est une première. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions en direct, me faire part aussi de la façon dont vous avez perçu ce webinaire. Et puis, si vous avez même d'autres idées pour d'autres webinaires, n'hésitez pas, vous les mettrez juste à la conclusion, ça permettra de les prendre directement. Alors, le sommaire est le suivant. On va parler du risque encouru, justement, si on ne respecte pas les obligations comptables et juridiques. On va parler de la comptabilité, si c'est obligatoire, facultatif ou recommandé, et puis des approbations des comptes, c'est-à-dire la partie juridique. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dougs, et je suis également expert comptable, et c'est moi qui vais avoir le plaisir ce matin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà, on y va tout de suite, et on va commencer tout de suite par la première partie, qui sont justement les risques probables, les risques probables de ne pas respecter les choses. Alors, si on ne respecte pas, bon, le premier risque, si la compta est obligatoire, c'est d'avoir un redressement fiscal, tout simplement, un redressement fiscal qui peut vous amener à devoir payer ce qu'on appelle des pénalités, c'est-à-dire à 10% au minimum sur le montant de l'impôt que vous auriez pu payer, voire des intérêts de retard, voire des pénalités de mauvaise foi. Donc là, ça c'est gênant. Le pire de tout, c'est la fictivité. Alors ça, c'est le pire qui puisse arriver, c'est-à-dire que si l'administration fiscale dit, bon, finalement, votre société civile immobilière, vous faites pas de compta, vous faites pas d'assemblée générale, tout ça, c'est pipeau, c'est totalement fictif. Oui, vous avez créé quelque chose, mais comme vous ne l'avez pas entretenu, eh bien, c'est de la fictivité. Et là, c'est le drame, puisque la société civile immobilière est considérée comme n'existant plus, va revenir dans le patrimoine des associés et avoir une plus-value au passage. Autant vous dire que ça, c'est la catastrophe, voilà, tout simplement. Pépin aussi que l'on peut avoir en cas de donation, notamment quand il y a des donations qui sont faites de part de sociétés civiles immobilières. On ne sait pas quels sont le montant des comptes courants d'associés à l'intérieur. On ne sait pas quel est le montant des valeurs, qu'est-ce qui a été amorti, qu'est-ce qui n'a pas été, est-ce qu'il y a eu des travaux ou pas. Et puis le quatrième point, c'est la crédibilité aussi vis-à-vis des autres associés. Alors je vais vous citer une anecdote que je trouve assez fabuleuse en la matière. C'était un cas de jurisprudence qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que cela. C'est un couple avec ses enfants qui avait une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, qui tenait pas de compta, qui ne faisait pas d'assemblée générale. Et puis, ça a duré pendant 15-16 ans, comme ça, sans que rien ne se passe. Et puis, au bout de 16 ans, le couple divorce. C'est des choses qui peuvent arriver. Et la femme, donc alors que le mari était gérant, eh bien, porte plainte contre le gérant et demande la destitution du gérant au titre que les assemblées générales n'avaient jamais été convoquées, qu'il n'y avait jamais eu de convocation d'assemblée générale, ni de tenue, ni de comptabilité, etc. Bon, de façon très claire, le couple était parfaitement au courant et la femme était parfaitement au courant parce que tout simplement, elle faisait partie. Mais comme elle avait divorcé, eh bien, elle a attaqué et elle a obtenu gain de cause. Et le mari a été destitué, enfin l'ex-mari a été destitué de son rôle de gérant au profit d'un de ses enfants, je crois très exactement, qui a repris les choses en main. Donc vous voyez que c'est pas parce que tout le monde s'entend à un moment donné que le jour où il y a quelque chose qui va mal, eh bien ça peut pas tourner dans un sens inverse. Donc voilà les 4 grands pôles. Et comme je vous dis, la fictivité, c'est vraiment le truc le plus monstrueux qui puisse arriver. La donation, ça peut être un gros pépin. La crédibilité également pour les raisons que je vous ai évoquées. Puis le redressement fiscal, bon, ça au moins, c'est à peu près maîtrisable au niveau des coûts, mais c'est jamais très agréable. Alors, on va prendre maintenant
tout de suite quels sont les critères pour qu'une compta soit obligatoire. Parce que, par définition, une société civile immobilière n'a pas besoin de tenir de compta. Ça, c'est la définition, d'accord? Sauf que, eh bien, il y a si l'un de ces cas se produit, eh bien, vous êtes tenu et obligé d'avoir une comptabilité réelle, parce que tout à l'heure, on verra la comptabilité simplifiée. Là, je vous parle d'une comptabilité réelle au sein de la société civile immobilière. Premier cas, si l'un des associés est une personne morale. D'habitude, si vous voulez, les personnes physiques, hein, donc vous, moi, on est des personnes physiques et les personnes physiques détiennent les sociétés civiles immobilières. Sauf que ça peut arriver que, pour ceux qui ont suivi notamment certains de mes webinaires, qu'on fasse intervenir une société holding, par exemple, qui va détenir des actions de la société civile immobilière. Même si elle a une action, eh bien, obligatoirement, on doit tenir une comptabilité réelle au sein de la société civile immobilière. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième possibilité, si votre société civile immobilière est assujettie à la TVA. Par exemple, je vais prendre un exemple, vous décidez d'acheter un terrain, vous faites construire un local dessus, et comme vous savez que le bien va être loué à des professionnels, vous vous arrangez pour opter à la TVA. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va vous permettre de récupérer la TVA sur la construction du bien immobilier. Bon, 20%, c'est pas complètement neutre, hein. Et puis, comme c'est un professionnel, par exemple un commerçant qui va reprendre derrière, vous êtes peinard, vous avez récupéré la TVA et vous bien évidemment, vous opterez. Donc, vous majorerez votre prix hors taxe de la TVA, mais comme le commerçant récupère la TVA, c'est neutre. Et donc, voilà. Et donc, dès qu'on a un assujettissement TVA, ça y est, on est obligé d'avoir une comptabilité obligatoirement. Ensuite, je pourrais parler du dépassement des seuils d'activité. Bon, là, il faut y aller franchement, c'est-à-dire que il faut avoir plus de 50 salariés, plus de 3 millions de chiffre d'affaires et des bilans à plus d'1,55 million. Je les marqué parce que comme ça, on ne pourra pas me dire que je n'ai pas pensé à tout, mais globalement, c'est assez rare de tomber dans ce type de société civile immobilière. Ça existe, mais c'est assez rare. Le quatrième, qui est assez amusant, je trouve, personnellement, c'est le cas notamment des statuts qu'il prévoit, c'est-à-dire que les personnes ont des statuts, et puis c'est marqué la compta devra être tenue. Bon, à partir du moment où on le marque dans les statuts, ça fait office de loi, donc ça devient obligatoire. Voilà, c'est tout bête. Même si on n'était pas obligé de tenir une comptabilité, le fait de le marquer dans les statuts, c'est obligatoire. L'autre point, c'est l'option à l'impôt sur les sociétés. Dès qu'une société civile immobilière opte à l'impôt sur les sociétés, elle doit tenir une comptabilité. C'est obligatoire. Et puis, je terminerai aussi par l'activité commerciale. Alors, parfois, une société civile immobilière, par définition, c'est une activité civile, hein, parce que vous voyez le SC, le C de civil. Ça, c'est vrai, sauf que le fait d'acheter un bien immobilier que vous allez meubler fait que l'activité devient commerciale. Voilà, donc dès que vous avez un bien meublé à l'intérieur d'une société civile immobilière, ça a deux phénomènes. Le premier, c'est que ça y est, vous êtes obligé d'avoir une comptabilité. Le second, qu'on oublie de temps en temps, c'est que il faut être à l'impôt sur les sociétés parce que c'est une obligation, notamment une SCI qui a un bien meublé, qui est une activité commerciale, doit obligatoirement opter à l'impôt sur les sociétés. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas un bien meublé qu'elle n'est pas obligée qu'elle peut ne pas opter à l'IS. Pour faire très très simple, c'est deux cases que j'ai mis à part, bien évidemment. Mais donc, si vous cochez une de ces cases-là, dites-vous tout simplement que c'est obligatoire d'avoir une comptabilité. Voilà, c'est un point qui est quand même relativement important. Alors, maintenant qu'on a parlé des comptas obligatoires, on va parler des comptas au minimum, d'accord ? Oui, Frédéric, je te comprends que ça paraisse un peu important qu'une SCI ne peut pas avoir d'activité commerciale. Eh bien, elle l'a à travers, effectivement, la location meublée, c'est du commercial. C'est la raison pour laquelle, après, la comptabilité se tient en méthode BIC, bénéfice industriel et commercial, avec des amortissements, avec tout ce que ça va. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être assez intéressant. Mais c'est la raison pour laquelle, effectivement, le mot commercial est utilisé au sein d'une société civile immobilière.
Alors, la chaudière est-elle considérée comme un bien d'équipement immobilier? Oui, en règle générale. Alors, donc on s'est bien d'accord, Michel, hein, si tu es dans une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu qui n'est un bien qui n'est pas meublé, dans ces cas-là, ça peut être considéré comme une dépense de remplacement autre chose. Si tu es dans une SCI à l'impôt sur les sociétés ou une SCI, comme je t'ai expliqué, qui a une activité avec un meublé, oui, ça devient une immobilisation qui est amortissable sur plusieurs années. Alors, on va parler de la compta au minimum. La compta au minimum, ça concerne qui? Ça concerne pratiquement personne, en fait. Parce qu'on dit une SCI, ça n'a pas de compta, en fait, un petit peu quand même. Hein, et en fait, dans la réalité, beaucoup. Mais une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, hein, d'accord, à l'impôt sur le revenu, avec des associés qui sont des personnes physiques, d'accord, donc il n'y a pas de société morale, etc., eh bien, une comptabilité, comme je suis en train de montrer là, hein, avec colonne, dépenses, recettes, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Donc, je répète, SCI, impôt sur le revenu, avec des associés personnes physiques, vous n'avez pas besoin plus que de ce que je vous fais voir, d'avoir une colonne dépenses, recettes, en trésorerie, hein, pure et dure, avec un relevé bancaire, tout bêtement, et dans lequel vous allez tenir ça sous Excel ou sous ce que vous voulez ou sur une feuille de papier, parce que en règle générale, on a souvent un bien immobilier à l'intérieur d'une SCI et on va se retrouver avec 12 rentrées financières et peut-être une vingtaine d'opérations au niveau des dépenses, hein. Je pense notamment à la sortie de l'emprunt, des bazars comme ça. Mais de façon très concrète, il n'y a pas grand-chose en règle générale. Et donc, voilà le minimum. Alors, pourquoi je vous dis que c'est au minimum? Parce que j'aurais pu vous dire, n'en faites pas. Ça, ce serait une grosse bêtise de ne pas faire au moins ça. Parce que tout à l'heure, on est en train de parler de compta et tout à l'heure, je vais vous parler de juridique. Et vous allez voir que ce n'est pas la même musique du tout. Donc, de façon très concrète, c'est le minimum. Et je rappelle que fiscalement, vous avez juste une obligation de faire ce qu'on appelle une 2072. Donc, 2072, c'est une déclaration fiscale dont le numéro CERFA, le CERFA, c'est ce qui détermine en fait les numéros qui identifient les documents fiscaux, s'appelle 2072 ou 2072. Et puis, cette imposition de la société civile immobilière qui est transparente fiscalement fait que on passera à la 2072 qui va aller directement soit dans votre 2044, soit dans la 2042, c'est-à-dire au moment de faire votre déclaration de poste revenu, vous reprendrez ce qui vous a été attribué, vous, au niveau du résultat fiscal et point barre. Terminé. C'est pas très compliqué. Franchement, faire une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, faites-le par vous-même, ça vous coûtera zéro et ça marche très bien. Avec une petite particularité, comme je vous ai dit quand même, tenez compte de cette recette dépense. Hein, je vous le refais voir, vous voyez, c'est pas violent. Vous le verrez dans le replay, hein, puisqu'il y a un replay qui se fait à l'issue de ce webinaire. Mais essayez de bien y penser, de le faire au minimum. Bon, alors maintenant, on va parler de compta obligatoire. Voilà. Alors, Claire, bonjour. Quand le patrimoine est en SI, il n'est pas imposable l'IFI. Ah, si, Claire, c'est pas fondamentalement impossible. L'IFI et le patrimoine immobilier en société civile immobilière sont deux choses qui sont différentes, Claire. Si ton bien, par exemple, à l'intérieur de ta société civile immobilière est clairement un bien immobilier professionnel, dans ces cas-là, il pourrait être sorti pour partie de l'IFI. Mais par contre, si tu gères ton patrimoine immobilier à l'intérieur de tes sociétés civiles immobilières, l'IFI est parfaitement, malheureusement, j'aurais tendance à dire, adapté pour taxer cette situation, parce que c'est la gestion de patrimoine. Et ça se fera, alors c'est un peu plus compliqué, on remonte vers toi et on calcule les pourcentages pour arriver à l'IFI. Voilà, donc ça, voilà, pense-y Claire, ça ne t'exempte absolument pas du tout le fait d'avoir une société civile immobilière. Après, il y a des montages, hein, bien évidemment. Hein. On peut démembrer les parts, faire des donations, faire 2-3 bricoles, c'est autre chose. Alors là, je vais partir, donc je vais reparler de la compta obligatoire cette fois-ci. Donc, comme vous l'avez compris, c'est pour toutes les sociétés civiles immobilières où il y a au moins une personne morale, pour toutes les sociétés civiles immobilières à l'IS et pour toutes les autres. Vous savez, les critères que je vous avais donnés, c'est une obligation. Une obligation. Et là,
c'est une compta qui est tenue comme pour une SASU ou une entreprise individuelle. Ça veut dire qu'on doit tenir une comptabilité avec tout ce que ça comporte, avec le patrimoine, donc le montant du capital, le montant de l'emprunt, le montant des immobilisations, les amortissements d'un côté, les apports en compte courant, c'est-à-dire l'argent que vous avez pu ou vous mettre à titre personnel dans la société civile immobilière, eh bien ça, il faut en tenir compte. Et puis, de l'autre côté, dans le compte de résultat, on va avoir les loyers et on va avoir toutes les charges, notamment les intérêts des emprunts, les taxes foncières, les taxes diverses et variées que vous pouvez imaginer. Donc, de façon très concrète, c'est une vraie comptabilité qui doit être tenue. Fiscalement, si maintenant vous êtes en société à l'impôt sur le revenu, vous êtes obligé de faire toujours une 2072 qui sera un petit peu plus, enfin une 2072 complète, hein, ça pose un petit nom juste derrière le 2072. Et c'est là où ça va être un peu compliqué, c'est que si ce sont des associés personnes morales, il faudra tenir une comptabilité et une fiscalité façon BIC, alors que si ce sont des personnes physiques, il faudra faire une compta de trésorerie. Ça veut dire que vous aurez deux comptas en ayant une personne morale et une personne physique ou plusieurs personnes physiques à l'intérieur de votre société civile immobilière. Ça vous obligera à avoir deux méthodes de comptabilité à l'intérieur même de votre compta. C'est super complexe et du coup, ça vous oblige effectivement à répartir de façon différente le bénéfice vers la SCI ou vers plutôt de la SCI vers la personne morale ou de la SCI vers des personnes physiques. De façon très concrète, vous pouvez vous retrouver en ayant un bénéfice comptable, j'avoue que c'est très compliqué à comprendre, mais en ayant un bénéfice comptable de votre société civile immobilière, ça peut générer un déficit vers votre personne morale et avoir un bénéfice au niveau du revenu foncier de la personne physique. Je sais que ça paraît totalement aberrant, mais c'est les méthodes de calcul. Par exemple, quand vous êtes une personne physique, vous ne pouvez pas amortir le bien. Ce n'est pas possible. Votre bien immobilier ne peut pas être amorti. Vous ne pouvez pas en bénéficier, vous, dans vos revenus fonciers. Mais la société qui est associée personne morale dans votre société civile immobilière va pouvoir bénéficier de l'amortissement du bien immobilier. Il va pouvoir aussi mettre en charge, je pense notamment aux frais de notaire ou aux frais d'agence de l'agence, et tout ça va créer un déficit qui remontera vers la personne morale. Donc voilà, ça c'est un point qui est très important. Et puis, le plus simple finalement, c'est la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Donc une SCI, je rappelle, par définition, est un impôt sur le revenu. Elle est ce qu'on appelle translucide ou transparente fiscalement. C'est comme si ça n'existait pas. Mais si elle opte un impôt sur les sociétés, eh bien la SCI va payer son impôt. Et donc, de ce fait, ce sera une vraie comptabilité avec les amortissements, avec les charges. Ça veut dire que généralement, quand on fait une SCI à l'impôt sur les sociétés, en règle générale, pendant 12-15 ans, on ne paye pas d'impôt. Voilà, pour faire très très simple. Pas de CSG, bien évidemment, pas de choses comme ça, rien du tout. Et donc, du coup, il faut faire une déclaration 2065 comme une SAS, comme une SARL à l'impôt sur les sociétés. Il n'y a pas d'imposition au nom des associés, puisque par définition, l'impôt s'arrête au niveau de la SCI, donc pas de CSG, comme je l'ai expliqué. Donc, il n'y a rien, sauf éventuellement les dividendes qui remontent. C'est-à-dire que la seule façon, après, que la SCI va pouvoir donner de l'argent auprès des associés, c'est leur distribuer des dividendes. Et dans ces cas-là, les dirigeants ou les associés pourront bénéficier, entre parenthèses, d'un paiement avec ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire 30%, où ils prendront les dividendes dans leur impôt sur le revenu façon dégressivité avec 40% d'abattement. Donc, c'est les deux formules qui peuvent exister. Après, il faut faire un choix entre les deux. Donc, voilà comment ça se passe au niveau de la fiscalité et des biens. Mais comme vous avez compris, là, on est dans de la vraie compta pure et dure. Donc là, voilà. Alors, oui, Franck, tu peux passer d'une SCI à l'IR à l'IS, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, mais l'inverse n'est pas vrai. Ça veut dire que si tu passes de l'IR à l'IS, eh bien, tu ne pourras plus jamais revenir à l'impôt sur le revenu, Franck. Et donc, il faut vraiment bien mesurer les incidences. Elles ne sont pas neutres, d'accord? Je vais te citer juste un point.
Ce serait de la folie, par exemple, de passer d'une SCI IR à IS la 28e année qu'on détient la SCI. Pourquoi? Parce que tout simplement, au bout de 30 ans, tu as une exonération totale de la plus-value. OK, donc là, c'est juste génial. Par contre, si tu optes à l'IS, eh bien, tu ne pourras plus bénéficier d'exonération de plus-value. Donc, en matière d'impôt sur le revenu, ce que je peux dire, c'est que c'est hyper pénalisant, voilà, au niveau de la fiscalité de tous les jours, voilà. Par contre, si on attend 30 ans, si on a le temps d'attendre 30 ans, puis si on a accepté pendant 30 ans de se faire tondre la laine sur le dos, ben, c'est juste parfait, l'IR. Par contre, si on ne veut pas payer d'impôt pendant 30 ans, l'IS est généralement mieux foutu. Par contre, au niveau de la plus-value, si un jour on veut revendre, on se fait taxer davantage. Donc, c'est toujours un choix. Il faut être très prudent dessus. Il faudra que je fasse véritablement, je vais le noter d'ailleurs, de faire un webinaire effectivement sur SCI, IR ou IS. Je pense que ça pourrait être intéressant et de bien comprendre ces différents points. Quant à la possibilité de faire remonter les dividendes dans la holding pour bénéficier de la quote-part de 95% pour investir dans d'autres sociétés, bien évidemment, quand on remonte des dividendes vers une autre société, on a une exonération. Pourquoi une exonération? Quasi-exonération, parce que tout simplement, on bénéficie de ce qu'on appelle du régime société mère et fille. Dans ces cas-là, on a 95% d'abattement. Je vais vous citer un exemple pour que ça vous paraisse plus simple. Vous remontez 100 000 euros d'une société civile immobilière à une société qui est la holding, on va appeler ça comme ça, eh bien, vous aurez une incidence, la pire qui puisse vous arriver, de 750 euros en remontant 100 000 euros. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une quasi-exonération, parce qu'en plus, on peut trouver des moyens pour payer moins cher. Franck, voilà. Ah, mes associés sont des enfants mineurs. OK, très bien, Franck. Juste, alors, quel impact fiscal à l'IS? Zéro. Pour faire très simple, Franck, tes enfants sont mineurs, ok, tu optes à l'impôt sur les sociétés, donc rien du tout. La question que tu pourrais te poser, Franck, c'est est-ce que tu dois, à partir de maintenant, par exemple, commencer, je ne connais pas ton âge, je ne sais pas du tout quelles sont tes envies, quels sont l'âge de tes enfants, ils sont mineurs, est-ce que tu ne dois pas leur commencer à ce qu'on appelle démembrer tes droits d'action, notamment, pour leur donner la partie de la nue propriété, de telle façon à ce que plus tard, eh bien, le jour où tu veux transmettre, ça coûtera beaucoup moins cher. Tu vois, c'est une question qu'on pourrait se poser parce que ça, c'est la force des sociétés civiles immobilières, c'est de pouvoir faire des montages qui sont beaucoup plus pertinents, qui évitent notamment les indivisions qui bousillent à peu près tout, peut-être faire un petit pacte d'associés histoire d'être peinard, et puis de mettre 2-3 bricoles qui vont faire que tu prépares ta succession tranquillement, tout en continuant de percevoir les dividendes. C'est une question. Donc, j'ai bien noté, Frédéric, suggestion de mini-webinaire ici, buy mixte, buy pro, buy perso. OK, je le note et je regarderai ça. Hop, buy pro et buy perso. OK. OK. Philippe, sur une SCI à l'IS, est-on assujetti à la SFE? Contribution foncière des entreprises. Ah, ça, c'est une bonne question. Là, j'ai un petit trou, Philippe. Normalement, non. D'accord, mais je sais que certaines le sont et je ne sais plus pourquoi. Donc, plutôt que de te dire des bêtises, je regarderai ce point-là et on en reparlera tranquillement. Maxime, une société qui détient les parts dans une SCI bénéficie automatiquement du régime mère-fille? Oui, à partir, effectivement, de 5% et 10% lorsque tu te trouves dans un pays étranger. Où y a-t-il des exceptions? Non. Il me semble que si elles sont intégrées fiscalement, ça c'est autre chose. Là, dans ces cas-là, il faut avoir en intégration fiscale 95% très exactement, en ayant la même date de clôture d'exercice comptable, elle ne bénéficie pas de ce régime. Forcément, parce que, et je vais t'expliquer, quand tu es en régime de société d'intégration fiscale, il faut que tu détiennes 95%, que la mère détienne la fille à hauteur de 95. Et dans ces cas-là, il faut partir de la même date de clôture et finir à la même date de clôture et recommencer ainsi de suite. C'est un peu complexe à mettre en œuvre. Ça t'oblige à faire 3 bilans, 2 bilans, un de chaque mère-fille, plus un sur l'intégration fiscale. Ça n'a pas toujours nécessairement une grande vertu. L'idée, c'est qu'une seule société porte le fruit de payer l'impôt sur les sociétés, mais de façon très concrète, tu ne pourras pas bénéficier, notamment, par exemple, de l'IS à taux réduit sur chacune de tes sociétés. Bon, tandis que le régime société mère et fille,
c'est plutôt très simple à mettre en œuvre du coup. Voilà. Bon, voilà, pas de CFE pour les SCI. Frédéric, je suis d'accord avec toi, mais j'ai un petit souci qui me vient en tête et je regarderai ce point-là. Max, bail à construction. Ah, ça, c'est très intéressant aussi, le bail à construction. On achète un terrain, on fait construire une société à côté, on lui donne 23 ans ou 25 ans, j'ai plus en tête exactement de délai, et à l'issue, on récupère le bien à titre personnel puisque la société a terminé son bail à construction. Oui, pourquoi pas. Quentin, est-ce plus difficile d'obtenir un prêt en SCI ou en nom propre lorsqu'on est président de SASU pour la location meublée? Y a-t-il un intérêt de prendre une des options? Alors, est-ce que c'est plus facile? La réponse est oui, non. Si tu veux bosser, Quentin, avec ton banquier à titre personnel, jamais de la vie, il pourra te faire un montage, enfin, il acceptera un montage avec un système de holding de société civile immobilière, etc. Jamais. Pourquoi? Parce que ce sera plus ton conseiller à titre personnel, ce sera ton conseiller pro. Voilà. Si maintenant tu as un conseiller pro avec qui tu t'entends bien, que tu fasses l'un ou l'autre, pour lui, ce sera véritablement exactement la même chose. Et maintenant, comme je le dis assez souvent, et c'est pas, franchement, c'est pas une, j'essaie pas de casser du sucre sur qui que ce soit, sur les banquiers, etc. Mais si votre banquier refuse un montage de société holding avec des sociétés civiles immobilières, plutôt que de changer de montage, changer de banquier. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, on va changer de point. On parlait de la comptabilité et je vous avais dit effectivement qu'on pouvait avoir une compta simple ou une compta complète. Et puis, je vais vous parler maintenant de quelque chose mais qui est obligatoire, mais vraiment obligatoire, parce que c'est là où tous les problèmes peuvent se faire, c'est l'assemblée d'approbation des comptes. L'assemblée d'approbation des comptes, pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement un intérêt à tenir une assemblée. C'est typiquement le genre de truc dont je vous parlais, où il peut y avoir des pépins majeurs dans lesquels vous avez une obligation, et c'est là le risque fiscal majeur, c'est la fictivité dont je vous parlais. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'assemblée, il n'y a rien du tout. Eh bien, l'administration est en droit de dire tout votre montage, c'est du pipeau. Vous avez monté tout ça pour faire croire que, mais dans la réalité, rien ne se tient. Et qu'est-ce qui tient la route? Au-delà de la comptabilité, comme je vous expliquais, qui peut être soit un peu facultative ou simple, soit complète, mais l'assemblée, elle n'est pas facultative, elle doit véritablement se tenir. Donc, pour tenir une assemblée, c'est relativement simple, hein. Il suffit tout simplement d'avoir un carnet comme ça, dans l'absolu, et puis vous allez marquer 2-3 bricoles. Bien évidemment, on peut se faire aider, faire des trucs un peu plus propres que simplement un bout de papier, mais simplement ça, au moins, ce serait déjà pas mal. Et dans lequel il va falloir exposer aux personnes quel était le montant du résultat. Donc, vous imaginez bien que si vous n'avez pas du tout tenu de compta, y compris de compta simplifié, vous ne pouvez parler de rien du tout. Si vous avez une compta complète, là, par contre, c'est nickel. Si vous avez une petite compta simplifiée dans laquelle vous avez fait la différence entre les recettes et les sorties, les entrées et sorties d'argent, c'est déjà amplement suffisant, bien évidemment, pour une compta simplifiée. Voilà. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Tenez une assemblée générale, c'est obligatoire. Alors en théorie, je dis bien, une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu n'a pas besoin de déposer ses comptes auprès du greffe du tribunal de commerce. En théorie, une SCI à l'IS devrait déposer ses comptes auprès du greffe du tribunal de commerce. Sauf que les SCI à l'IS ne le font pas. Je connais très peu qui le font. Et puis le greffe du tribunal de commerce ne le réclame pas. Il fut même une époque, vous allez sourire, où on crée des sociétés civiles immobilières sans que le greffe du tribunal de commerce soit au courant. C'est depuis à peu près une dizaine d'années qu'il a été obligatoire de s'enregistrer, d'avoir des cabis, etc. Mais auparavant, ça n'était pas. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'on est dans une phase un peu tranquille dans laquelle les SCI à l'IS, même si elles ne déposent pas, le greffe ne dira rien parce que tout simplement, ils ne savent pas s'ils sont l'IS ou à l'impôt sur le revenu. Mais voilà, une assemblée générale, c'est quand même une obligation. Penser, c'est véritablement le point clé de toute organisation. Voilà. Voilà très exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions que vous pouvez vous poser sur les sociétés civiles immobilières. N'hésitez pas. Alors, Frédéric, moins de contrôles fiscaux sur les SCI par rapport aux sociétés commerciales? Oui, définitivement, oui. C'est Frédéric, il y a très peu de contrôles fiscaux. Les contrôles fiscaux, généralement,
des sociétés civiles immobilières arrive plus spécialement par le biais d'un contrôle fiscal sur son patrimoine personnel qui, du coup, va remonter vers les sociétés civiles immobilières. Si tu as par contre un contrôle fiscal sur ta société à toi, ta SASU par exemple ou SARL, oui, c'est probable après que ça redescende vers les sociétés civiles immobilières. Alors, Max qui me pose une question. Pack essentiel ou pack liberté chez Dux pour une SCI suivant TVA ou pas, meublé, commercial ou non, IS ou IR. Alors, concrètement, on va en parler si on passe par Dux. Je m'attendais à ça, donc je le gardais de côté au cas où. Bon, je rappelle, 150 € d'honoraires pour créer une société civile immobilière de A à Z. Vous n'avez rien besoin de faire. Il faut juste rajouter les 70 €, non, 120 € de greffe du tribunal de commerce, c'est plus cher, plus une annonce légale. Et ça, ce sont nos honoraires où on s'occupe de tout. Et nous, pour la gestion d'une annuelle, bon, je rappelle que du coup, c'est l'application Dux qui met, on fait un bilan, on fait une liasse fiscale. Vous avez des conseils où vous pouvez appeler de façon permanente. Et le prix, c'est relativement simple, c'est 200 € pour chaque acquisition de biens. Donc, si vous avez fait une acquisition, c'est 200 €. Si les années suivantes, vous n'en avez pas d'autres, vous ne payez pas. Et puis, ça coûte 29 € hors taxe par mois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour 29 €? On s'occupe de la TVA ou pas? Oui, on s'en occupe. Du meublé commercial ou non? Oui, on s'en occupe. Est-ce qu'on s'occupe de l'IS? Oui. Est-ce qu'on s'occupe de l'IR? Non. On ne fait pas l'impôt sur le revenu. Si vraiment vous ne sentez pas l'âme de pouvoir le faire, on a une solution néanmoins avec un confrère qui se trouve juste à côté, qui pratique du coup, je lui ai demandé de pratiquer exactement les mêmes tarifs que nous. Et dans ces cas-là, on vous envoie vers lui pour faire l'impôt sur le revenu. Mais franchement, pour l'IR, ne vous enquiquinez pas la vie, faites-le tout seul. Franchement, ce serait dommage. Bon, Frédéric, merci, un témoignage qui confirme qu'il a été content de la création avec Dux. Bon, c'est juste nickel. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Et donc c'est 29 € hein, le max. Hein, on fait même pas de pub. On est un peu fou, hein, mais on fait même pas de pub sur notre site. Mais c'est bien 29 € par mois. C'est pas 69, c'est pas 49, c'est 29 €. Voilà. Bon, je crois qu'on a résolu à peu près et j'ai répondu à peu près à toutes les questions. En tous les cas, ça a été un plaisir de vous avoir. Non, ah oui, Claire, est-ce qu'on fait une SCI par bien? Non. Non, pas spécialement. Ça peut être intéressant, notamment si par exemple tu veux dire, tiens, je veux des meublés, là je veux être à l'IS et le reste, je veux être à l'impôt sur le revenu, ça je veux que ce soit détenu. En ces cas-là, ça peut valoir. Mais en règle générale, si tu as un tout qui est relativement homogène, ne t'embête pas la vie claire, fais une seule société civile immobilière, ça marchera très bien. Voilà. Eh bien, Franck, OK pour moi. Et si on ajoute un salarié de la SCI, là, il faudra, c'est possible, bien évidemment, Max. Et dans ces cas-là, tu vas payer, je crois, c'est 30 € le bulletin de salaire et 15 € le deuxième bulletin, je crois, un truc comme ça, parce que tu as la DSN, tu as tous les bazars comme ça. Donc, le prix, il chute tout de suite dès le deuxième. Lucie, je sollicite si quelqu'un de Dux se contacte pour moi pour mon guide avec ma création de ma SASU. Merci. Ah oui, donc, est-ce que tu veux dire que Lucie, c'est pour avoir un lien de parrainage? Est-ce que c'est ça que tu souhaites? Voilà. Lucie, n'hésite pas. En tout cas, si quelqu'un veut donner peut-être son code à Lucie pour qu'elle puisse gagner un mois et puis que vous puissiez gagner, hein, vous savez que vous avez la possibilité d'avoir des mois de parrainage offerts. Vous voyez, j'ai l'esprit hyper ouvert, donc vous pouvez même le faire à l'intérieur. Voilà, et c'est nickel. Max a été le plus fort et le plus rapide. Donc voilà, Max, tu pourras avoir un mois de gratuit et puis Lucie pour avoir un mois de gratuit supplémentaire. En tout cas, n'hésitez pas à le partager. Bon, ça a été un véritable plaisir. Je vais laisser d'ailleurs le tout retourner et puis on va se mettre un petit coup de disco pour terminer gentiment ce vendredi. Puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et puis Quentin, tu as tout à fait raison. Lundi, Quentin, qui était participant, qui est client aussi chez Dux, m'avait proposé une animation sur un webinaire sur la formation des dirigeants. On a vraiment du monde. Donc, n'hésitez pas en tous les cas à le faire. Et en tous les cas, vous verrez que c'est super. Et en tous les cas, excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Puis on va se terminer par un coup de disco terrible.